La question de la violence, c'est celle des relations entre êtres humains, à la fois entre les individus entre eux et puis les communautés humaines entre elles. Sachant qu'il y a deux formes de violence dans ces cas-là. La violence entre groupes, donc extérieure au groupe, c'est-à-dire la guerre pour simplifier, mais il peut y avoir aussi une violence interne, si par exemple il y a domination d'un groupe sur l'ensemble, quand on voit émerger au cours du néolithique vers 4500-4000 avant notre ère les premières différenciations sociales, avec des gens qui se font enterrer dans de vastes dolmens et d'autres qui se font enterrer sans rien. Donc il y a aussi cette forme de violence-là, et puis évidemment une violence anecdotique. Il y a des scènes de ménage, il y a ça peut être des assassinats individuels, mais ça devient ponctuel et anecdotique, mais ça se trouve de temps à autre. En fait, l'archéologie a plutôt montré parfois que la violence n'est pas là où on l'attendait, c'est-à-dire que les hommes préhistoriques, pour les hommes préhistoriques, on a une vision toujours que c'était des barbares. On a un célèbre roman, La guerre du feu, dont on a tiré un film où on a l'impression qu'ils passent leur temps à s'entretuer. Alors l'image que l'archéologie nous donne est beaucoup plus paisible. Et dans ce cas-là, c'est plutôt des fantasmes de nos sociétés contemporaines qui projettent la barbarie dans le passé, alors que les guerres modernes sont plutôt, y compris jusqu'à maintenant, sont plutôt plus barbares qu'elles l'ont été, et plus massives qu'elles l'ont été par le passé. Quand on est au néolithique, effectivement, on a fouillé ces dernières années un certain nombre de sites qui étaient fortifiés aux alentours de 4000, 3500, 3000 avant notre ère, où le village est entouré de grandes palissades, de fossés, ou aussi bien entouré de murailles en pierre sèche. Donc cette technique de fortification, elle apparaît dès le néolithique, et puis elle va être de plus en plus sophistiquée. Donc on arrive à la période gauloise avec ce qu'on appelle donc dans les derniers siècles avant notre ère, ce qu'on appelle des oppidums, des oppidas, donc les places fortes, les premières villes gauloises et les premières villes tout court en France, et qui sont entourées de remparts avec une technique qu'on appelle le murus gallicus, le mur gaulois, qui est fait avec un parement de pierre et puis à l'intérieur un système de poutres entrecroisées avec des clous qui est donc extrêmement solide et en même temps relativement souple. Donc les coups de bélier vont être assez inefficaces par rapport à ça. Mais néanmoins, c'est les Romains qui vont gagner. Donc on a des preuves. Il y a eu les fouilles récentes à Alésia, par exemple, où dans le cas de la zone industrielle d'Arras, on peut observer le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire que le dernier siècle avant notre ère, on a 5 fermes gauloises réparties dans le paysage, et puis brusquement, ces fermes s'arrêtent, et puis on a un camp fortifié romain d'une centaine de mètres de côté, palissade, fossé, qui va entièrement remodeler le paysage. Et après, on va avoir des exploitations de titres romains complètement différentes, et dans un premier temps sous la surveillance de ce fortin. Donc on a trouvé un certain nombre de camps romains, fouillé il n'y a pas longtemps à Strasbourg, sachant que la place d'Armes, même, au début Strasbourg c'est purement une ville militaire, et la place d'Armes qui était laissée libre, ben, c'est l'espace qui sera occupé ensuite par la cathédrale. Et puis ce qu'on observe dans l'autre sens, c'est que finalement les invasions dites barbares qui nous sont présentées comme des choses terrifiantes, archéologiquement on voit au contraire pas grand-chose, on voit même une certaine continuité dans les établissements, donc la violence n'est pas toujours là où on le croit. Si on continue à descendre le fil du temps, ben sur l'autoroute dite A19 qui traverse le département du Loiret, eh bien on a trouvé une cachette datant de la guerre de 100 ans, où sous une ferme d'apparence anodine, on avait creusé
dans le calcaire un souterrain d'une trentaine de mètres de long avec des pièces qui permettaient aux paysans, dans cette période un peu troublée, de se réfugier eux, et d'abriter également leurs maigres biens. Donc ces traces-là, certes, à partir de là, on a des textes, mais l'archéologie nous permet en même temps de mesurer très précisément comment les choses se sont passées. On a l'exemple au Mans récemment, on a trouvé un charnier qui datait des guerres de Vendée, avec des gens qui avaient pris des coups d'armes à feu et d'armes blanches. On a les camps napoléoniens quand Napoléon voulait envahir l'Angleterre. Donc on a fouillé un de ces camps à Étaples, qui nous renseigne complètement sur la vie quotidienne des soldats de la Grande Armée, où là encore on a des textes, mais très précisément le mode de vie, on avait très peu de renseignements. Et en particulier, ce n'est pas des tentes, c'est des baraquements par exemple. Et ça va continuer sur la guerre de 14, par exemple. Les fouilles de la guerre de 14 nous donnent des renseignements sur la vie quotidienne dans les tranchées, sur certains faits historiques très précis, comme la mort de l'écrivain Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne, sur aussi bien symétriquement des artisanats artisanat de tranchées faits à partir de débris d'obus. Et dans ce qui a été fouillé parmi les choses les plus récentes, puisque maintenant on commence à classer monuments historiques certains bunkers de la Deuxième Guerre mondiale, on a pu fouiller un camp de prisonniers allemands qui datait donc des années 46-47, en Normandie, après le débarquement, qui nous renseigne sur quel était le quotidien de ces soldats prisonniers, alors qu'on n'a pratiquement aucun texte, aucun témoignage sur cette période. Donc c'est totalement continu la trajectoire de la violence, avec une transformation progressive des techniques de plus en plus sophistiquées pour tuer de manière plus efficace ces semblables, mais avec des vestiges que l'archéologie permet de décrypter.